Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette série de vidéos baptisée Introduction aux services de cloud de Microsoft Azure. Cette webcast est la partie numéro 3. Elle sera consacrée aux machines virtuelles dans Azure et cet enregistrement a été effectué au mois d'août 2020 avec donc des données actualisées été 2020. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler en fait finalement d'un des composants qu'on voit le plus dans Azure, hein, le plus parce que c'est l'élément le plus basique et commun souvent à beaucoup de services, c'est les machines virtuelles. Donc les machines virtuelles, en fait, dans Azure, elles existent depuis quasiment le début d'Azure. Elles ont commencé à prendre réellement de l'importance à partir de 2014, là où on a commencé à faire des services d'infrastructures de services. Et globalement, dans la vidéo dont je vais vous parler, eh bien ici, je vais vous parler de quoi? De disques durs, donc de machines virtuelles, bien entendu, hein. Et du coup, je vais vous parler de disques durs, et disque dur, SSD, de système d'exploitation, donc système d'exploitation Linux, Windows, et puis également de processeurs. Alors, une machine virtuelle dans Azure, c'est quoi avant tout? Eh bien, c'est une machine qui fonctionne sur de l'hyper-V. Historiquement, effectivement, c'est notre plateforme d'hyperviseur, elle demeure notre plateforme d'hyperviseur. Certains serveurs ont évolué depuis les hyperviseurs qu'on avait il y a 10 ans jusqu'aux dernières générations aujourd'hui avec Windows Server 2019. Et globalement, sur cet hyperviseur, on va faire tourner des machines virtuelles qui vont eux-mêmes exécuter des systèmes d'exploitation de type Windows, client ou serveur, Linux ou FreeBSD. Globalement, des systèmes d'exploitation supportant les architectures x64. Les images qui vont servir à installer en fait ces systèmes d'exploitation pourront provenir d'un endroit qu'on appelle la marketplace d'Azure. Donc on a tout un ensemble d'images qui sont déjà disponibles et qui vont permettre de gagner du temps pour provisionner, on dit instancier, des machines virtuelles dans Azure. Vous pouvez néanmoins venir avec vos propres images, et si vous venez avec vos propres images, eh bien soit vous les préparez sur site et vous les téléchargez à destination d'Azure, soit vous pouvez créer vos propres masters depuis Azure et après les réutiliser. Bien entendu, donc l'idée d'avoir des machines virtuelles dans Azure, c'est également de fournir un environnement d'administration assez riche, tout en n'oubliant pas l'administration classique avec des accès à distance tels que le RDP, le WinRM ou encore le SSH. Quand on parle de machines virtuelles, un point à retenir qui est important, c'est qu'il n'est pas nécessaire dans les machines virtuelles de faire de la redondance au niveau des disques par des technologies de type RAID 1, RAID 5, RAID 10. La résilience et la redondance, la sécurité des disques va être assurée par la fabrique de stockage qui est dans Azure. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez écrire sur un disque dur virtuel une machine, techniquement derrière, en fait, ce sera écrit sur 3 disques durs physiques qui seront dans des serveurs, des racks, des salles différentes, voire des data centers différents. Et donc il y aura 3 copies, 3 écritures synchrones qui seront faites sur 3 disques par région Azure. On a différents types de gabarits de machines virtuelles avec des gabarits plus ou moins puissants, avec derrière toujours une lettre associée à un numéro et des lettres additionnelles. Historiquement, on avait dans Azure la notion de tiers basique et de tiers standard. C'était une notion qui était réservée aux machines de série A, le tiers basique étant un peu moins performant et plutôt réservé à du test and dev. Désormais, globalement, toutes les machines, en fait, dans leur nomenclature, quand vous les vérifiez avec la ligne de commande Azure ou depuis par exemple PowerShell, vous verrez que ça commence toujours par standard, underscore, et ensuite vous avez la lettre et un chiffre. Alors on va commencer, on va prendre finalement l'ensemble des familles de machines virtuelles, et puis on va prendre les différentes lettres et puis voir un petit peu à quoi elles correspondent. On va voir que l'offre est aujourd'hui assez riche, ça peut être assez compliqué de s'y retrouver, donc il ne faut pas hésiter en fait à aller retourner régulièrement dans la documentation. C'est la documentation qui fait référence. N'oubliez pas également que toutes les gabarits et toutes les tailles de machines virtuelles ne sont pas forcément disponibles dans une région donnée à un instant T. Donc là encore, il faut savoir bien lire la doc pour vérifier ou utiliser les bonnes commandes en ligne de commande pour vérifier effectivement si une machine ou un gabarit est disponible dans votre région. Donc, on va commencer par les 2 séries les plus connues, les plus historiques, les séries A et les séries D. Alors vraiment historiques, hein, parce que les séries A, c'est les premières qui sont arrivées, d'où la lettre A. Et puis ensuite, on a eu les séries D qui sont arrivées. Donc ces 2 types de machines sont vraiment faits pour des environnements, pour des applicatifs, on va dire, relativement classiques, généralistes, sans trop de besoins particuliers. C'est des machines assez équilibrées, mais finalement assez simples avec un bon rapport, qualité-prix.
Elles ont évolué dans le temps parce que, bien entendu, la plateforme sous-jacente, les hyperviseurs et les serveurs physiques ont évolué depuis une dizaine d'années, vous vous en doutez bien. Donc désormais, on parle de AV2 ou de DV2. Globalement, quand les familles évoluent, eh bien, on change simplement l'hyperviseur en dessous et le matériel, et puis on change en général la version. Série B, B comme burst, donc c'est pour comme usage de ces gabarits de machines virtuelles. C'est des applicatifs qui vont consommer assez peu de CPU, avec de temps en temps potentiellement des petits pics de consommation CPU, mais pas beaucoup plus. Donc c'est-à-dire des petits serveurs de test and dev, des petits serveurs web, des microservices. Donc moi j'appelle la série B la série Fast and Furious, euh, parce que basiquement c'est alors Fast and Furious, hein, le grand chef-d'œuvre du cinéma américain, une série de films dans lequel des gens font des courses de voitures avec des voitures surgonflées, et puis quand ils veulent aller plus vite que leurs compétiteurs durant la course, ils ont un réservoir de nitroglycérine sur lequel ils appuient sur un bouton, et puis ça envoie effectivement derrière du NO2, et la voiture se met à aller beaucoup plus vite, mais pendant un court instant, une fois le temps que le réservoir se vide. La série B, c'est la série Fast and Furious parce que techniquement, c'est à peu près la même chose. Quand la VM ne consomme pas de CPU particulièrement, elle accumule dans un réservoir, un bucket, des jetons de CPU. Et puis le jour où, à un moment, elle a un applicatif qui va aller lui consommer du CPU, eh bien, et de faire un pic donc, qui potentiellement amènerait le CPU au taquet à 100%, et bien à ce moment-là, la machine virtuelle va piocher dans son réservoir de réserve de puissance CPU jusqu'à le vider, et puis ensuite, elle va réaccumuler des jetons à l'intérieur. Donc c'est une série qui est assez économique, donc c'est intéressant à regarder. Je crois que la machine la moins chère doit être à peu près à 25 € par mois, en utilisation 24/7 pendant un mois. Ensuite, on a eu une évolution des séries généralistes D en DV3. Et puis quand la DV3 est sortie, on a annoncé la EV3. Donc les deux sont basés sur la même plateforme matérielle derrière, sous-jacente, l'hyperviseur. Et dans les deux, on va utiliser l'hyperthreading, c'est-à-dire qu'on va exploiter l'hyperthreading en fait de la machine physique sous-jacente pour exposer derrière des vCPU. Donc techniquement, on pourrait dire qu'un BVCPU DV3, ça correspond à un cœur en fait physique sur l'hyperviseur. Donc la différence entre le D et les D sont vraiment de l'usage généraliste, les E sont plutôt orientés mémoire, consommation de mémoire, donc base de données, donc un peu plus orientés avec des capacités un peu plus supérieures en termes de RAM dans le ratio CPU-RAM. Alors les séries DV3 et EV3 ont apporté également une chose assez intéressante, c'était les premières machines virtuelles qui ont permis de faire de la nested virtualisation, c'est-à-dire en gros de pouvoir instancier un hyperviseur dans une machine virtuelle et donc d'avoir des machines virtuelles sur la machine virtuelle qui elle-même est sur Azure. Donc ce type de scénario, il est assez utile principalement pour du test en fait, du test de fonctionnalité ou de plateforme avec des hyperviseurs. Et puis ça peut servir également dans certaines opérations de lift and shift, quand on n'a pas, quand on veut tout amener quasiment son hyperviseur dans Azure. Donc ça c'est possible en fait parce que derrière l'hyperviseur qui est utilisé dans les DV3 et les EV3, c'est du Windows Server 2016 qui donc a apporté cette fonctionnalité-là justement de nested virtualisation. Très récent, on est à l'été 2020 comme je vous l'ai dit, et donc ces machines-là ont été annoncées cet été et sont actuellement en preview, les D V4 et les DS V4. Alors la différence entre le D et le DS, le S en fait veut dire qu'il y a du stockage premium derrière sur base de SSD, d'où le S. Donc ces machines-là sont du D, donc c'est là encore de l'usage généraliste. On est sur des applications qui n'ont pas besoin d'avoir également un stockage local sur les hyperviseurs. Sachez que la plupart des machines virtuelles dans Azure, la plupart à part quasiment celle-ci aujourd'hui, chaque fois que vous instanciez une VM, elle va avoir son stockage, donc le disque système plus les disques de data qui seront stockés dans la fabrique de stockage d'Azure avec les 3 disques dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on a un volume supplémentaire qui est attaché en général, qui sert pour la partie temporaire. Dans une machine Windows, ce serait la lettre D, et là cet espace, ce stockage temporaire en fait, est directement stocké sur les disques durs locaux de l'hyperviseur. Donc on a des performances qui sont relativement bonnes, c'est bien pour faire du swap, etc. Et donc ce disque dur, la taille va dépendre, ce disque dur local temporaire, va dépendre effectivement du gabarit, de la taille de la VM qu'on va choisir. Donc dans le cadre des séries D ou DSV4,
et bien, on n'aura pas de stockage local sur l'hyperviseur et donc voilà, c'est une chose, ça va du coup, ça va permettre de baisser également le prix de ces machines virtuelles et puis si on n'a pas besoin effectivement d'avoir un stockage local temporaire, à utiliser, sur le disque et de bonne performance, à la limite, parfait. 64 vCPU maximum, 256 Go de mémoire, on est sur les dernières générations, de, Xeon Platinum ici. Pour ceux qui ont besoin d'avoir du stockage local sur l'hyperviseur pour le stockage temporaire, pour faire des opérations. Donc là, je pense par exemple à des bases de données relationnelles ou des caches memory, l'analytique. Il y a des choses qui ont besoin de jouer avec des fichiers de tampons sur du SSD local, par exemple. Et bien du coup, on a des nouveaux gabarits de VM qui s'appellent les DD V4, DDS V4. Là encore, on est sur les derniers processeurs Platinum. Ces machines-là intègrent deux composants de fonctionnalités apportées par les dernières générations Intel, le Deep Learning Boost et le Advanced Vector Extension. Et là, on peut aller jusqu'à 64, là encore vCPU, 256 Go de mémoire, et cette fois-ci, on peut avoir jusqu'à 2400 Go de SSD dans le stockage temporaire qui est lui-même directement disponible sur l'hyperviseur. DA-V4 et DA-SV4, alors là, le A, il vient ici pour AMD, on est basé ici non plus sur des processeurs Intel Xeon, mais sur des processeurs AMD EPIC. On est ici sur des très bonnes performances avec un rapport qualité-prix qui est assez intéressant, là encore sur de l'usage généraliste, petite application d'entreprise, base de données relationnelle pas trop gourmande en mémoire. On peut aller ici jusqu'à 96 vCPU, 384 Go de mémoire, et là encore, on a du stockage local sur base de SSD pouvant aller jusqu'à 2400 Go. Série E, donc E, comme je vous l'ai dit, E sont tous les séries dédiées optimisées pour la mémoire, pour un maximum de mémoire en ratio par rapport au nombre de cœurs. Donc là encore, on est basé ici sur ces V4 sur les mêmes processeurs, hein, les Xeon Platinum en hyper-threadé. 64 vCPU, ça ne change rien. Là, la différence, effectivement, on peut aller jusqu'à 504 Go de mémoire, ce qui est pas mal. Et puis là encore, attention, les EV4 et les ESV4 qui sont actuellement en preview ne proposent pas de disque temporaire local à l'hyperviseur. Et donc, si vous voulez un disque local à l'hyperviseur avec une très faible latence et très rapide, donc du SSD, eh bien, il faudra prendre des séries ED V4 ou EDS, pour la S pour la partie SSD Premium, V4. Et donc si on compare ces générations ED V4 par rapport aux anciennes générations EV3 ou ESV3, eh bien globalement on a doublé en fait la capacité de stockage SSD temporaire sur ces machines virtuelles. Là encore, les séries E ont leur pendant sous la forme d'AMD, donc là toujours, hein, on est toujours sur de la E, donc des machines qui ont besoin de workload, qui ont des workloads et qui ont besoin de mémoire, pardon. Et cette fois-ci, on est basé effectivement sur des processeurs AMD EPIC 7452. On peut aller jusqu'à 96 vCPU, 672 Go de RAM, et là encore, toujours c'est 2400 Go de SSD temporaire. Au passage, ces séries E, AV4 et EAS supportent également les Ultra SSD ou les Ultra Disques, le nom a changé, on en parlera tout à l'heure. Si vous avez besoin de machines virtuelles qui ont des CPU, qui ont les CPU quasiment les plus puissants du marché, les plus rapides, il faudra passer sur les séries F. Donc il y a la F première génération, désormais on a plutôt les F V2. Donc là on est sur des Skylake, hein, des Xeon Platinum. 72 vCPU, 144 Go de mémoire. On est vraiment ici sur de la machine virtuelle qui est fait pour faire du traitement sur le CPU, donc du HPC la plupart du temps, avec un stockage SSD Premium par défaut et des cartes d'accélération derrière. Pour ceux qui ont vu la vidéo numéro 1 d'introduction Spa Data Center, ces cartes d'accélération sont possibles grâce notamment au FPGA dont j'avais parlé dans la première vidéo. Toujours dans le monde du HPC, tout ce qui est série commençant par H est vraiment dédié au HPC. Donc là, on a différentes catégories. On a le H tout court, le HC, le HBV2, le HB. Là encore, ça va vraiment dépendre un petit peu des workloads que vous avez, comment ils sont optimisés. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de cœurs CPU ou au contraire de beaucoup de RAM? Est-ce que vous avez besoin d'InfiniBand derrière? Et après, c'est le ratio qui va jouer derrière et bien entendu le prix. Série N, alors N, c'était facile au départ pour les expliquer. N comme Nvidia. Donc c'était des séries de VM qui s'appuyaient derrière et qui permettaient d'exploiter des GPU physiques présents dans les serveurs.
Donc en gros, on avait les NV, V pour visualisation, donc là typiquement des séries, toutes les séries NV, NV, NVV2, etc. sont prévues effectivement pour pouvoir, pour des scénarios de type VDI, bureau à distance, etc. Station de travail un peu puissante déportée. NC, C pour compute, là c'est pour faire du traitement, typiquement du CUDA sur les GPU qui sont derrière. Et puis on a rajouté après les D pour Deep Neural Network, donc là c'était les GPU les plus adaptés pour faire ce type de traitement en termes d'entraînement ou en termes d'inférence. Donc techniquement derrière, les GPU qui sont présents dans les data centers d'Azure sont alors, des moins puissants aux plus puissants, K80, M60, P40, P100 et les dernières Tesla V100. Dans les nouveautés sur les parties série N, hein, la NV4, qui cette fois-ci n'est pas, n'est pas sur du NVIDIA, c'est sur de l'AMD. Donc c'est une collaboration qu'on a fait avec AMD. Donc on virtualise des GPU avec derrière en arrière-plan des Radeon MI25. Et donc ces MI25 nous permettent en fait de découper entre guillemets la carte vidéo en petites tranches et donc d'en proposer en fait de répartir la puissance sur X workload de machines virtuelles derrière. Donc typiquement, dans des scénarios où en fait, on a des sessions multi-utilisateurs, hein, donc des scénarios de type remote desktop serveur par exemple, eh bien, ou de VDI, ça va permettre de justement d'exploiter le GPU et de l'attribuer dynamiquement en fonction des types de sessions d'utilisateurs. Donc on pourrait avoir par exemple effectivement des utilisateurs basiques qui vont consommer finalement peut-être des petites séries N, parce que derrière ils ont un seul écran en 1080 par exemple à afficher, jusqu'à l'opposé, derrière des stations assez puissantes en termes de machines virtuelles qui vont pouvoir gérer derrière en déport jusqu'à 2 affichages en 4K ou 3 à 4 affichages en 1080. Donc vraiment là on est ce type de VM, les NV, dernière génération surtout, sont vraiment conçus effectivement soit pour nos services as a service virtual Windows Virtual Desktop, soit pour du Citrix ou d'autres solutions de VDI qu'on pourrait mettre dans Azure. Donc là on a un exemple, c'était juste pour montrer ici que en fait sur les mêmes VM, en fait les profils derrière utilisés vont pas être forcément les mêmes en termes de puissance. Et le fait en fait d'avoir plusieurs VM qui tournent sur le même hyperviseur ne veut pas dire qu'une VM va tirer tout le CPU. Et bien derrière, elle impactera les voisins de virtualisation. On a vraiment fait une isolation et une séparation entre guillemets des ressources et des quotas sur les GPU physiques. Les NDV2, donc là vraiment on est sur du Deep Neural Network, du calcul HPC distribué, donc tout ce qui est le monde de l'AI et du machine learning. Donc là on est sur des machines assez particulières, hein, c'est-à-dire très puissantes, vu qu'on met en fait jusqu'à 8 Tesla V100 qui sont elles-mêmes interconnectées par un bus au débit qui s'appelle le NVLink, et on a 32 Go de RAM par carte. Donc là on est vraiment fait pour faire des traitements très particuliers. Et derrière, effectivement, on a des processeurs Xeon Platinum non hyper threadés avec 40 corps et 672 Go de RAM. Donc on voit qu'on a des machines très très particulières, mais du coup qui sont assez intéressantes, parce que là encore, n'oublions pas que on parle dans Azure de machines virtuelles, donc de machines qu'on va payer à la consommation, et si on en a besoin que pendant 2 heures, on ne va les payer que pendant 2 heures. Les plus anciens d'entre nous auront une petite pensée émue et une larme en voyant le mot Cray. Donc Cray est connu depuis des décennies pour faire des supercalculateurs. On a des Cray également dans Azure, donc des Cray série XC ou série CS. Et puis on a également du stockage spécial Cray, le Cluster Store, dans certains data centers d'Azure. Donc pour ceux qui veulent exploiter ces types de superordinateurs, on a ça à disposition dans quelques régions d'Azure. On va revenir un peu plus terre à terre avec d'autres machines virtuelles qui vont peut-être plus vous concerner. Les machines de type L ou LV2 qui sont faites pour tout ce qui est base de données NoSQL, cache Redis par exemple. Les LV2 sont un peu plus récentes et apportent une chose intéressante, ce sont des NVMe en fait, qui sont donc local hyperviseurs, mais qui vont permettre d'avoir des disques durs avec une très grosse bande passante et une très très faible latence, parce qu'ils seront locaux hyperviseurs. Là encore, quand on est sur des clusters MongoDB, la résilience est assurée
de la data, elle est assurée en fait par la redondance des nœuds et non pas par la résilience du stockage sous-jacent. Ce qui explique effectivement qu'on peut se permettre du coup de ne pas avoir la résilience des 3 copies dans des disques durs virtuels, mais d'avoir les disques durs virtuels qui sont directement sur les hyperviseurs localement, avec ici des banques de NVMe. Les séries G, dont le nom de code était Godzilla, Godzilla pour les grosses machines, G comme grosse, c'est des machines qui, alors c'était les premières machines à l'origine qui étaient conçues pour des workloads assez, assez demandants en termes de mémoire, hein. Donc en gros, des bases de données de memory comme SAP HANA ou SQL à Akhenaton. Donc les plus grosses machines à l'époque en série G, celles qui sont encore les plus grosses, les G5S, 448 Go de RAM, donc globalement des plutôt grosses machines. Mais dans le monde de SAP, c'est pas forcément très très gros, ce type de volumétrie. Et donc rapidement, nos clients nous ont demandé d'avoir plus. Et donc on est arrivé avec des machines qui sont, elles, par contre, vraiment plus grosses. Les plus grosses d'ailleurs d'Azure, les séries M et les séries MV2. Donc là, on est sur des machines qui peuvent atteindre jusqu'à 4 Tera de RAM, 128 vCPU pour les séries M. Et dans les MV2, on peut aller quasiment jusqu'à 12 Tera, 11,4 pour être plus précis, et 416 vCPU. Donc là, clairement, les workloads principalement ciblés, il n'y en a pas vraiment d'autres aujourd'hui, c'est les grosses bases de données memory. Et quand on pense base de données memory, on pense bien entendu SAP HANA. Alors du coup, quand on commence à voir ici des 416 vCPU, 128 vCPU, ou même dans d'autres nomenclatures, des fois on a 64 vCPU sur des machines, on, on peut légitimement se dire, oui, alors ça, quand je vais avoir mes bases de données, ça risque de me coûter très très cher, parce que mes bases de données, effectivement, sont facturées au nombre de corps CPU, qu'on soit chez SQL Server, ou plutôt historiquement chez Oracle. Donc souvent, quand on veut vraiment monter dans les gammes et arriver sur beaucoup de RAM, on n'a pas vraiment le choix en fait. On a toujours un équilibre entre un ratio entre le nombre de corps de vCPU et la quantité de RAM. Mais des moments, c'est plutôt la RAM qui peut être intéressante dans certains workloads. Et du coup, ça peut vite faire monter la facture de doubler la RAM si on double le nombre de vCPU. Donc désormais, on a une option qui s'appelle le VM avec constraint vCPU. Donc en gros, on va pouvoir prendre des VM qui ont normalement un nombre de vCPU donné et dire bah, j'en veux une version déclinée qui a autant de RAM, mais sur lequel 50% ou 75% des CPU ne seront pas activés. Et donc du coup, je n'aurai pas à les payer en termes de licence auprès de mon fournisseur logiciel. Donc voilà, constraint vCPU, réduire le nombre de VM, le nombre de vCPU entre 50 et 75%, simplement pour conserver une RAM assez importante, sans payer pour autant un surcoût lié à un grand nombre de vCPU qui ne sont pas forcément utiles. Alors les familles qui sont concernées, toutes les familles ne sont pas concernées par ça, mais globalement ce sont les familles qu'on appelle les memory optimize, hein. Donc effectivement les grosses familles dont je viens de vous parler tout à l'heure, là, les séries M et les MV2, les séries E également, donc les généralistes mais orientés plutôt mémoire, la G, la Godzilla, et puis les DSV2. Série un peu particulière, les DC et les DCS-V2, alors ce sont des machines virtuelles assez récentes, surtout la DCS-V2, qui intègrent des processeurs Xeon qui ont la technologie SGX. Euh, donc SGX, en fait, c'est l'utilisation d'enclave, Secure Guard Extension, et ça va permettre en gros d'isoler, de chiffrer les applications en mémoire, et donc en gros de faire de l'homomorphisme. Donc les données sont chiffrées en cours de traitement et d'une application à l'autre, en fait, on ne peut pas avoir, en fait, enfin, elles sont complètement isolées les unes des autres. Donc on est ici sur des workloads un peu particuliers, bien entendu. Donc du coup, ça va nécessiter d'utiliser un SDK particulier pour utiliser ces fameuses enclaves, sachant qu'il y a différentes après implémentations, différents SDK qui existent autour de ces technologies-là qui sont proposées par Intel. Les CS sont des séries qu'on a aujourd'hui, mais qui probablement vont disparaître dans le futur. Ce sont les séries qu'on appelle les Cloud Simple. Alors Cloud Simple, c'est un fournisseur, en fait, c'est une société qui a packagé des solutions certifiées VMware
Et donc ça nous permet en fait d'avoir des serveurs en bare métal avec du VMware ESXi dans Azure et donc de vous proposer globalement d'héberger vos hyperviseurs VMware directement dans Azure. Donc ça se matérialise entre guillemets comme une machine virtuelle, enfin, comme un objet de type compute pour le plus précis. Techniquement derrière, effectivement, vous vous provisionnez un node qui vous sera dédié avec des tailles qui sont assez conséquentes, hein. On parle ici de 512 Go de RAM sur les hyperviseurs et 3 Tera 2 par exemple de NVMe. Donc, comme je disais, sur le moyen terme, cette type d'offre risque de disparaître. La raison est assez simple. Cloud Simple a été racheté l'an dernier par Google. Et donc, du coup, on a préféré travailler sur notre propre implémentation de VMware dans Azure. Donc, on a travaillé avec VMware. Et du coup, on a une solution qui s'appelle Azure VMware Solution, qui est actuellement en preview et qui va arriver dans l'année et qui est donc une solution VMware Cloud Verified et qui va vous permettre en fait de disposer dans Azure des mêmes technos VMware que vous utilisez aujourd'hui en fait dans votre data center, donc du vSphere, de l'HCX, du NSXT et du vSAN. Donc très rapidement, juste quelques captures d'écran qui m'ont été fournies par mon collègue Emmanuel Torchi. Donc on provisionne ce service comme les autres services directement depuis le portail Azure. On choisit derrière effectivement le type de SKU, en gros la taille des nœuds qu'on va instancier dans cette solution, hein, donc la taille des hyperviseurs VMware qui tourneront dans Azure. Et puis bah, après, une fois que ce sera instancié, vous allez pouvoir piloter l'Azure VMware Solution directement, alors soit depuis la console vSphere, comme vous le faites aujourd'hui avec votre infrastructure sur site. Par contre, quand vous allez voir créer une machine virtuelle, vous pourrez la créer soit via le portail d'Azure avec un formulaire. Et donc là, effectivement, vous allez choisir les différentes informations pour créer votre VM. Mais là, c'est fait depuis le portail d'Azure et ce sera après créé sous la forme d'une machine VMware sur ces fameux nœuds Azure VMware Solution. Voilà, donc du coup, cette machine, quand elle sera instanciée, et ben, en fait, vous allez la voir au même titre que vous pouvez voir les machines virtuelles qui tournent aujourd'hui sur le serveur Hyper-V. Et bien, dans le portail Azure, on va retrouver les machines virtuelles qui sont instanciées, elles, sur du VMware également. Néanmoins, vous pourrez toujours en fait administrer vos machines VMware depuis la console vSphere qui est toujours disponible. Donc, si on résume un petit peu tout ça, globalement, les séries A, c'est les entrées de gamme, pas des séries très puissantes, mais elles sont pas chères, ça peut être intéressant pour du dev and test. Les B également sont intéressantes parce qu'elles sont quasiment même moins chères que certaines séries A, donc bien pour des petits workloads qui ne nécessitent pas beaucoup de CPU. Les séries D, c'est du généraliste. Les séries F, c'est optimisé pour du calcul sur du CPU. Les séries, les séries H, on est ici sur du high performance computing, donc là des traitements de calcul distribués. Les séries N sont optimisées pour du graphique ou du calcul avec des GPU NVIDIA ou AMD, malgré le fait que ça s'appelle la série N. Les L sont dédiées au stockage, les séries D pour le data confidential computing. Les séries CS sont des nœuds, des machines VMware par Cloud Simple. Et puis tout ce qui est machine optimisée mémoire, les séries G, les E globalement, et les M qui sont les très grosses machines. Il nous reste ici, dans les machines dont je n'ai pas parlé, SAP HANA, dont j'en parlais tout à l'heure, on a également des machines physiques spécialement pour SAP HANA, qui sont un peu plus puissantes que les machines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avaient jusqu'à 11,4 Tera de mémoire. Alors, on a certains clients qui nous ont dit nous, on ne veut pas exécuter des machines virtuelles chez vous parce que votre plateforme est mutualisée et potentiellement, on peut avoir nos machines virtuelles qui tournent sur le même hyperviseur que les machines virtuelles de nos concurrents, par exemple. Bon, c'est tout à fait vrai, effectivement, hein, la plateforme Azure, derrière, c'est un ensemble de serveurs Hyper-V qui sont mutualisés, hein. Alors, on fait bien entendu de l'isolation entre chacun des clients, mais on peut comprendre effectivement que dans certains scénarios, ou alors simplement pour des raisons philosophiques, on ne veuille pas exécuter ces workloads, ces VM à côté des VM de son concurrent, par exemple. Donc pour cela, on a une option qui est désormais disponible qui s'appelle en fait Azure Dedicated Host. Donc Azure Dedicated Host, en gros, c'est vous réservez un ou plusieurs hyperviseurs dans Azure et vous allez faire tourner vos workloads, vos VM Linux ou Windows sur ces hyperviseurs et vous serez certain qu'il n'y aura pas d'autres clients qui exécuteront leur VM entre guillemets sur cette même machine. Donc là, on ne sera pas sur des serveurs mutualisés,
C'est vraiment des serveurs réservés pour votre usage. Donc ça va permettre, dans certains cas, le respect de certaines réglementations, et ça va fonctionner également avec le Hybrid Cloud Benefit, c'est-à-dire la capacité pour vous de venir avec vos licences déjà payées dans vos data centers SQL ou Windows, et de ne pas avoir à les repayer dans Azure. Donc lors de la création de l'objet Azure Dedicated Host, vous allez choisir effectivement l'endroit où seront, si vous en avez plusieurs, le serveur Azure Dedicated Host, le groupe s'il fait partie d'un groupe d'autres dedicated hosts. Et ensuite, vous précisez ici si vous avez déjà effectivement vos licences, et vous allez préciser la size family, c'est-à-dire en gros quelle puissance vous voulez avoir sur ce host en termes de nombre de CPU, le type de processeur que vous voulez derrière, le type de VM que vous voulez déployer. Ensuite, quand vous voudrez créer des machines virtuelles, eh bien ces machines virtuelles, en fait, lors de l'assistant, vous allez pouvoir choisir de dire cette machine virtuelle ne va pas aller par défaut effectivement sur la fabrique mutualisée, mais va aller sur des Azure Dedicated Hosts. Point intéressant, c'est qu'à la différence de la plateforme mutualisée où vous n'avez pas vraiment le choix de quand auront lieu les opérations de maintenance, ici sur du Dedicated Host, vous avez le choix des plages de maintenance et vous pouvez reporter éventuellement si vous êtes dans une période d'activité et que vous ne voulez pas avoir à redémarrer des hosts. Avec ces hosts, on a également désormais des nouvelles générations de machines virtuelles. Alors ça, ceux qui viennent du monde Hyper-V connaissent ça depuis longtemps, hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 2012 R2, 2016 peut-être, peut-être 2016, oui, les machines virtuelles de deuxième génération. Donc ça va changer quoi? Au niveau de la VM, on va avoir un bout de type EFI versus un bout de type BIOS. Donc en gros, on va avoir un temps de démarrage qui devrait être un petit peu plus court en Gen 2. Et puis surtout, la Gen 2 permet le support de fonctions additionnelles. Donc déjà, ça permet de supporter plus de mémoire. Donc typiquement, tout à l'heure, quand je parlais des machines virtuelles qui supportaient jusqu'à 1,4 Tera de RAM, là typiquement, ça doit être des machines virtuelles de génération 2, parce que les machines virtuelles de génération 1 ne supportent pas autant de RAM. Pareil, les machines de type Data Confidential Computing, les DCS, avec les extensions SGX, nécessitent d'avoir des VM de génération 2. Donc c'est pas supporté dans toutes les familles de machines qu'on a vues précédemment, mais déjà dans toutes les familles récentes, on va dire, c'est supporté. Et puis là encore, pour les systèmes d'exploitation, les machines de type Gen 2 ne sont pas supportées sur tous les OS, donc il faudra bien vérifier dans la documentation que l'OS le supporte bien. Donc techniquement, quand vous serez dans la machine virtuelle, vous allez voir des petites différences. Sur une Gen 1, on est sur de l'IDE au niveau des contrôleurs de disque versus du SCSI en Gen 2. Et puis globalement, en termes de grosses différences entre les deux, la Gen 2 permet de supporter des disques système supérieurs à 2 Tera, ce qui n'est pas le cas de la Gen 1. Mais par contre, la Gen 2 aujourd'hui ne supporte pas encore la partie Azure Drive Encryption qui permet de chiffrer les disques durs. Je vais en parler tout à l'heure. Actuellement, été 2020, voici tous les OS qui sont supportés dans le marketplace d'Azure pour des VM de deuxième génération dans Azure. Donc on a en gros tous les Windows Server depuis 2012, bon, Windows 10 également, ce qui est SUSE Enterprise Linux, Ubuntu à partir de la 16.04, Red Hat à partir de la 7.0, Oracle à partir de la 7.7, CentOS à partir de la 7.4. Globalement, on couvre quand même beaucoup la plupart des OS qu'on devrait utiliser aujourd'hui. Et puis si on compare avec donc ces VM de deuxième génération dans Azure avec ce qu'on a sur site, sur un Hyper-V, donc il y a quand même des petites différences. Donc sur Hyper-V, les VM de deuxième génération apportaient le Secure Boot, c'est pas le cas dans Azure, on a des mécanismes différents. Les Shielded VM également, c'est des mécanismes différents dans Azure. On n'a pas de virtual TPM non plus dans Azure. On ne supporte pas le VHDX, c'est probablement la question qu'on me pose toujours, c'est quand c'est qu'on va supporter le VHDX dans Azure. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse. Donc pour l'instant, tous les disques durs des machines virtuelles dans Azure sont au format VHD. Ça, c'est un point important dont je vais parler tout à l'heure. Lorsque vous voulez uploader votre disque dur virtuel depuis votre data center à destination d'Azure, il faudra penser effectivement à le mettre au bon format si ce n'est pas le cas. Nouveauté assez récente, les Proximity Placement Group. L'idée, en fait, c'est de pouvoir dire, OK, un data center Azure, on l'a vu dans la vidéo numéro 1, peut être assez grand. Donc potentiellement, on peut avoir des machines virtuelles qui sont instanciées sur des serveurs qui sont potentiellement séparés de 2 à 3 km, voire plus.
Et donc ça veut dire tout ça, ça va apporter un petit peu de latence, hein, via le réseau, c'est normal. Si on a envie d'avoir des latences les plus faibles possibles et globalement d'avoir les différents composants d'une application les plus proches les unes des autres, eh bien on va utiliser les Proximity Placement Group. Donc l'idée c'est de dire je vais mettre mes VM dans un groupe de proximité et du coup la fabrique automatiquement d'Azure va faire en sorte que ces VM soient instanciés le plus proche possible les unes des autres. Donc idéalement, si vraiment on veut avoir des latences très très faibles, on devrait également utiliser l'Accelerated Network, qui basiquement permet de faire du SRIOV, en gros sur la plateforme d'Azure, et donc d'avoir en fait des cartes réseau avec des latences très très faibles, parce qu'en fait on va bypasser différentes couches de paravirtualisation. Actuellement, c'est pas disponible à ma connaissance dans le portail d'Azure. Pour choisir ces options, il faudra passer par un template ARM ou par les lignes de commande Azure CLI et probablement PowerShell que je n'ai pas indiqué ici. Ok, là je vous ai expliqué un petit peu les tailles, les gabarits et les différents types de machines virtuelles qu'on a dans Azure, mais j'ai pas encore parlé de système d'exploitation. Donc, système d'exploitation, eh ben, globalement, on va supporter les standards en x86, x64, donc du Windows, Windows Server, Windows Client, du Linux. Aujourd'hui, on est un peu plus de 50% de workload Linux dans Azure. Et puis, on peut supporter également, on a la capacité d'instancier des VM sur base de FreeBSD et d'OpenBSD. Ces systèmes d'exploitation étant généralement plutôt utilisés pour les appliances réseau, mais on peut les utiliser, on peut tout à fait en instancier pour son usage. Alors point important, si vous décidez, d'installer du Windows et des applications donc, sur Windows derrière, si on est chez Microsoft, il est important de connaître cette fiche KB, donc la 272 16 72, c'est celle qui va référencer en fait quelles sont les versions minimum de nos applications serveurs qui sont supportées dans les machines virtuelles. Donc c'est important de bien garder en tête ce numéro et d'y faire référence. C'est là où vous avez tout le détail de ce qui est supporté comme version de Windows, comme version d'applicatif. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, on supporte pas mal de versions de Windows, hein, parce que techniquement on supporte encore Windows Server 2003, c'est-à-dire qu'il peut tourner dans Azure, même si on ne va pas apporter de correctifs supplémentaires derrière, ça vaut risque et péril, mais on est capable de le migrer, de le déplacer si besoin. Aujourd'hui, si vous voulez créer votre propre VM, de toute façon, vous ne pourrez pas aller en dessous d'un 2008 R2 ou d'un 2012, si je ne dis pas de bêtises, dans les images fournies directement dans Azure. Côté Linux, on a un choix relativement large désormais, hein, donc on a les versions commerciales, hein, entreprises, et puis les versions open source. Donc on va trouver du Debian en open source, de l'Ubuntu, du CentOS, et puis après on a des versions de l'OpenSUSE, et puis après on a des déclinaisons de distributions payantes, donc du SUSE, du Red Hat, Enterprise Server, du Oracle Linux, du Clear Linux également, et puis d'OpenBSD, du FreeBSD comme je l'ai dit tout à l'heure. Au passage, sur les parties communautaires, donc les images Ubuntu nous sont fournies par Canonical, les images OpenSUSE par SUSE probablement. CentOS n'était pas fourni jusqu'ici, à ma connaissance, par la communauté CentOS. Elle était packagée par une société qui s'appelle RogueWave, anciennement OpenLogic. C'est juste à savoir. De la même façon, Debian, l'image Debian n'est pas fournie par la communauté Debian, elle est construite par Creative. Alors on travaille bien avec, on travaille beaucoup avec Canonical, hein, on fait pas mal de choses avec eux, et on utilise beaucoup leur OS, notamment pour nos solutions de containers comme AKS par exemple. Et du coup, ils ont optimisé le kernel en fait d'Ubuntu pour Azure, afin de gagner des perfs dessus. Donc il y a un kernel particulier, hein. Alors c'est pas très récent, hein, ça fait déjà 3 ans que c'est à peu près le cas, mais voilà, on travaille assez bien avec ces gens-là pour que leur OS se tourne très bien sur notre plateforme. Et puis si on parle d'Ubuntu, de Canonical, derrière, Ubuntu est une distribution open source, donc elle n'est pas payante en tant que telle. Néanmoins, si vous voulez l'utiliser en production et avoir derrière un support associé, il est possible en fait d'associer à une VM Ubuntu en fait un pack qui s'appelle Advantage Support Service et qui va permettre en fait de rajouter en fait du support à différents niveaux, hein. Ça peut être un niveau essentiel ou un niveau advanced. Et donc comment ça va fonctionner? En fait, vous allez avoir vous l'activez depuis le portail d'Azure par rapport à vos VM.
Et puis ensuite, vous avez une facturation qui sera faite à l'heure en fait et injectée dans la facture d'Azure. Si vous avez des workloads type SQL Server, également, on facilite la création des VM pour SQL Server. Alors on la facilite comment en fait? Avec un assistant qui va vous permettre de configurer le stockage au mieux par rapport à votre besoin. Donc en fait, bon, tous ceux qui font du SQL Server savent bien effectivement les bonnes pratiques de séparer les données, les journaux de données, des journaux de log, de bien mettre le cache sur des SSD, de mettre autant de DB sur des disques avec une faible latence, etc. etc. La plupart des gens qui, eux, sont pas spécialisés SQL Server ne le savent pas forcément, donc l'idée c'est de faciliter entre guillemets les bonnes pratiques. Et donc, dès que vous allez créer une VM qui s'appelle basée sur le provider SQL VM, eh bien, directement depuis le portail ou en ARM lors de la création, vous allez pouvoir définir et choisir finalement la meilleure configuration de stockage adaptée à vos workloads. Donc on voit ici, en ayant cliqué dans l'assistant sur la partie storage, que là on m'a proposé un usage généraliste ou un usage transactionnel ou du data warehouse. Et en fonction de l'optimisation choisie, et bien derrière, le nombre de disques et leur type et leur taille également va varier. Avec d'ailleurs, on n'a plus qu'à choisir tout le paramétrage. Donc c'est un assistant, c'est fait pour faciliter et encourager, là encore je l'ai dit, les bonnes pratiques. Partie base de données, on ne peut pas ne pas parler des SAP HANA. Grosse base de données de memory poussée par SAP, qui est complètement dans la stratégie de SAP, qui a prévu d'ici quelques années de remplacer l'ensemble de son parc client, les anciennes solutions, par des solutions qui vont utiliser la base de données SAP, à la place d'autres solutions comme SQL, Oracle ou autres. Et donc ces bases de données in-memory consomment beaucoup, et donc bon, on travaille avec eux, on a même des spécialistes sur le sujet SAP pour pouvoir fournir les meilleurs VM pour pouvoir faire tourner du SAP. Donc on a des très grosses VM, hein, là c'est la liste est non exhaustive, mais le point le plus important à savoir, c'est qu'avec SAP, SAP c'est des Allemands, ils sont assez rigoureux, et donc pour pouvoir que leur support, leur applicatif soit supporté par eux, il faut qu'elles tournent sur des machines virtuelles qui ont été qualifiées et certifiées par eux également. Donc on a dans Azure un certain nombre de machines virtuelles qui ont été certifiées, évaluées, et qui répondent aux critères de qualité ou de performance demandés par les équipes de SAP. Et donc vous pourrez trouver cette liste sur le site de Microsoft. Et donc c'est un sous-ensemble bien entendu de l'ensemble des VM qu'on a dans Azure, mais certaines VM ont été spécialement taillées pour. On a même été jusqu'à faire un mécanisme d'accélération sur les disques qui s'appelle le Rate Accelerator, qui a été créé spécifiquement pour pouvoir passer les tests de performance exigés par SAP sur ces workloads SAP HANA. Alors, au-delà des VM qui peuvent aller, qui sont assez grosses, hein, les plus grosses VM MV2 peuvent aller jusqu'à 11 Tera 4 de RAM et 416 vCPU. On a pour les cas encore plus particuliers ce qu'on appelle les large instances ou les grandes instances SAP, qui sont carrément du coup du matériel dédié et certifié. Donc là, on n'est plus sur une machine virtuelle, on est vraiment sur du matériel certifié, du hardware certifié par SAP, hébergé dans nos data centers. Avec derrière des niveaux de service en termes de sauvegarde, restauration, de la haute dispo, du PRA et bien entendu un support derrière partenaire, que ce soit au niveau des partenaires pour le système d'exploitation SAP, enfin le système d'exploitation Linux sur lequel va tourner SAP, et puis du support de SAP en tant que tel. Alors, on est dans des machines virtuelles, je n'ai pas encore parlé de licence, le point qui peut toujours fâcher. Pour la gestion des licences dans Azure, à qui on paye? La réponse, ça dépend. On va avoir certains éditeurs logiciels où il va falloir venir avec ses propres licences. Par exemple Oracle. Donc vous achetez vos licences Oracle auprès d'Oracle, et puis ensuite vous instanciez vos workloads en mettant les clés de licence. D'autres fournisseurs de solutions vont inclure vont dans la marketplace des images de machines virtuelles avec l'applicatif, et ils vont en fait vendre à l'usage ces images. C'est-à-dire que le coût de la machine virtuelle, le coût horaire intégrera le coût effectivement du hardware qui tourne dans Azure, plus un coût logiciel additionnel. Et puis certains proposent les deux. Voilà. Donc en gros, ça dépend, il faut regarder ce que vous voulez faire. Dans certains cas, le paiement à l'usage peut être très intéressant. Vous avez besoin de créer par exemple, de tester un load balancer camp, et vous voulez juste tester ça pendant 1 heure sans avoir à aller acheter une licence, vous pouvez le faire en fait. Vous avez du PS Hugo qui existe là-dessus. On peut créer
une appliance virtuelle camp et la faire tourner pendant 1 heure et payer pendant 1 heure. Et puis vous avez d'autres solutions, vous n'avez pas le choix, vous achetez la licence à l'extérieur et quand vous faites votre assistant d'installation, ou quand vous finissez de paramétrer votre machine virtuelle, vous venez mettre la clé de licence à l'intérieur. Alors dans Azure, je vous ai parlé tout à l'heure de marketplace. Si vous êtes éditeur logiciel, vous pouvez faire certifier vos applicatifs pour Azure et voir le packager. Alors il y a 2 endroits où en général on peut mettre les applications. Il y a le marketplace d'Azure en tant que tel, et puis il y a également AppSource. Donc l'idée c'est de fournir de sa solution dans un espace qui est visible, dans lequel les gens vont pouvoir les chercher. Donc le marketplace, on peut l'atteindre par cette URL-là, quand on n'a pas d'abonnement forcément Azure, azuremarketplace.com. .microsoft.com, pardon. Et puis là, vous voyez qu'on a toute une partie de catégories derrière, et puis on n'a plus qu'à faire des recherches derrière. Donc, le marketplace est assez intéressant parce qu'il permet déjà de voir les différents modes de facturation. Et puis on a certaines offres qui permettent carrément de tester ce qu'on appelle les test drive. Quand vous voyez apparaître test drive ici, on a des fournisseurs en fait qui ont payé de la ressource chez nous et qui vous permettent en fait d'instancier leur solution pendant une durée d'1 heure à 2 heures pour la tester. Donc en fait, vous suivez un assistant où vous mettez votre email. Et puis l'assistant va générer pour vous dans Azure une appliance virtuelle ou un serveur en vous donnant les informations pour s'y connecter. Et puis après, vous n'avez plus qu'à à tester le produit. Donc c'est une version d'évaluation entre guillemets un peu plus poussée. Donc c'est de la mise à disposition pour du test d'environnement, le tout sur une durée limitée. Donc ça s'appelle les test drive. Donc faites un petit tour là-dessus, vous verrez que ça s'intéresse. Et puis quand on a son abonnement et qu'on est connecté dans le marketplace, qu'on est connecté dans le portail d'Azure, on a accès au marketplace également directement depuis le portail d'Azure et là on va pouvoir faire la recherche sur les différentes solutions qu'on veut instancier ou pas. Donc tout ce qu'on voit ici dans le marketplace, ce sont des choses qui sont publiques. Après, on peut être un éditeur logiciel et avoir envie de mettre à disposition de certains clients une nouvelle version de l'application, ou on peut avoir envie de faire des versions particulières pour des clients qui sont des clients importants, ou on peut avoir envie de faire des versions bêta sans pour autant les exposer à tout le monde. Donc pour cela, on a la notion de private offers, donc des offres privées qui sont vraiment dédiées pour le monde des éditeurs logiciels, les ISV, et donc de cibler finalement à qui ils vont mettre à disposition ces appliances virtuelles. Donc ce ne sera pas visible sur le portail Marketplace que je vous ai montré tout à l'heure, ce ne sera pas visible dans le portail d'Azure, sauf pour ceux à qui vous le redonnez. Donc ce sera le partenaire qui, via le Cloud Partner Portal, va mettre à disposition ces fameuses images. Donc les scénarios, je vous les explique tout à l'heure, version bêta, opération promotionnelle, etc. Et globalement, en tant qu'utilisateur, quand un éditeur logiciel nous aura mis à disposition des offres privées, dans son marketplace, on aura un indicateur ici qui me dira, voilà, vous avez des offres privées disponibles. En cliquant sur View Offer, et bien ensuite on a le détail. Ici par exemple, c'était une offre de NetApp qui était uniquement disponible pour les employés internes. Voilà. Alors, pour terminer, quelques banalités, mais c'est toujours bien de le rappeler en termes de sécurité quand on parle de machines virtuelles. Je rappelle que dans le modèle de cloud, notre niveau de responsabilité en tant que fournisseur de cloud s'arrête à fournir une couche d'hyperviseur qui fonctionne bien et qui est opérationnelle. Ce qui se passe après dans les machines virtuelles n'est plus de notre responsabilité, elle devient de la responsabilité du client. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la machine est démarrée, ce qui s'y passe à l'intérieur, eh bien c'est vous qui le gérez. Donc par défaut, si vous créez une machine virtuelle en mode quick start, donc vous prenez l'assistant et vous faites rapidement next, next, finish pour faire simple. Si vous avez une machine Windows, elle sera disponible, accessible depuis Internet en RDP et en SSH sur le TCP/22 pour les machines Linux. Par défaut également, les machines accèdent à Internet en sortie, avec une résolution de nom qui est assurée par nous, et on vous demandera quand même un mot de passe complexe sur la machine. Point important, les mises à jour sont sous votre responsabilité. Une fois que la machine, donc nous, quand on va vous proposer une image dans le marketplace, l'image est à jour. Si entre-temps, si 2 jours après, il y a des mises à jour de sécurité qui tombent, qui sont sensibles, etc., c'est à vous de gérer les mises à jour de vos OS ou des applications. Les images d'OS, donc comme je l'ai dit, sont fournies par Microsoft ou des partenaires. Vous pouvez venir également avec votre propre image, donc vous avez fait un master. Donc si vous faites une image, si vous êtes dans le monde de Windows, il faudra penser à la sysprep. Globalement, qu'on soit en Linux ou en Windows, il faudra de toute façon la généraliser, c'est-à-dire en gros enlever tout ce qui est spécifique à une VM, les clés SSH, les noms, etc.
Et donc ces images d'OS, c'est des images en lecture seule. C'est des images qui vont servir de base pour instancier des nouveaux OS. Ensuite, il nous reste la notion de disque. Donc l'image est vraiment décorrélée de la machine virtuelle. L'image, c'est une référence. C'est une référence qui va être utilisée. Ensuite, quand vous allez avoir des machines virtuelles instanciées, on parlera de disque. Donc on parlera du disque du système d'exploitation, du disque de données, voire du disque temporaire. Les disques sont bien entendu en écriture, et donc vous pouvez mettre des disques lors de la création de la VM. Vous pouvez également rajouter des disques a posteriori à une VM. Donc vous pouvez attacher des disques comme on attache des disques à un serveur physique une fois qu'on l'a installé. Attention, le nombre de disques qu'on peut ajouter à une VM va dépendre de la taille de son gabarit. Les disques qu'on va utiliser, je l'ai précisé déjà tout à l'heure et je le reprécise, c'est des disques uniquement format VHD. Ça, c'est si vous voulez venir avec vos propres fichiers. On ne supporte pas le VHDX. Si vous importez un disque depuis votre data center, il faudra bien penser à avoir un disque de taille fixe, de ne pas envoyer un disque différentiel non plus. À noter ce qu'il est tout à fait possible de convertir du VHD vers du VHDX, les outils sont fournis pour ça. Et bien penser également à convertir le disque en taille fixe si c'est un disque qui est de taille dynamique. Ça, c'est important. Si on est sur une machine Windows dans Azure, globalement, les lettres sont toujours celles-ci. C sera affecté au disque système, à l'OS. Le D sera un volume temporaire qui correspondra donc du coup à un disque local temporaire qui est généralement présent sur les hyperviseurs, sauf pour les familles qu'on a vues tout à l'heure, les DV4 et les EV4, ça c'est nouveau. Sinon, toutes les VM en général ont un disque local qui est hébergé sur le host Hyper-V. Et donc c'est un disque temporaire qui est, comme son nom l'indique, temporaire, volatile. Vous arrêtez la VM pour démarrer, vous avez perdu ce qu'il y avait dedans. Donc on ne met pas de choses importantes à l'intérieur. Et puis si vous avez une machine Windows, vous rattachez des nouveaux disques, ils prendront des nouvelles lettres, E, F, etc. Voilà, une autre façon de le voir, je récupère une petite image du site de Microsoft. Le disque C système, il est persistant, les disques de données sont persistants, le disque temporaire, il est local à l'hyperviseur, il est non persistant, la machine s'arrête, les données sont perdues. On peut mettre, donc on peut avoir des disques qui font une taille jusqu'à 32 Tera. 32 Tera par disque dur virtuel. Un peu plus si on prend des disques particuliers qu'on appelle les ultradisques. Et on va pouvoir combiner les disques pour offrir plus d'espace et plus de performance sur, par exemple, vous voulez avoir je dis n'importe quoi, un volume dans votre Windows qui fasse 100 Tera ou 96 Tera. Vous pouvez prendre 3 disques durs virtuels et après, aussi au niveau du système d'exploitation, faire un RAID 0, donc un agrégat sans parité. Et donc avec du storage space direct, par exemple, ou du LVM ou autre chose. Vous pouvez attacher entre 16 et 64 disques de données par machine virtuelle Azure. Donc là encore, plus la machine sera puissante, plus on pourra lui attacher de disques. Les petites machines, on peut attacher moins de disques. Et donc les disques virtuels qu'on va utiliser dans Azure donc il y a deux options, en fait, donc c'est toujours des VHD. L'option numéro 1, c'est un page blob qui est stocké dans un container d'un compte de stockage Azure. Donc ça, c'est vraiment le mode historique. On a toujours fait ça quand ça a commencé les machines virtuelles. Quand on voulait créer une VM, on crée d'abord le compte de stockage. Dans le compte de stockage, on crée un container. Dans ce container, on crée un page blob. Et ensuite, on crée une machine virtuelle en disant tu vas utiliser ce page blob. Donc ça faisait pas mal de choses. Et donc pour créer ces objets, on passait par le provider qui s'appelait Azure Storage. Désormais, on a la notion de disque géré. Alors, la vraie littérature en anglais, c'est manage disk. Manage veut dire simplement qu'on gère, Microsoft gère pour vous cette notion de compte de stockage, de container et de page blob. Vous avez simplement dans l'interface un objet qui s'appelle le manage disk, et donc un disque dur virtuel. Techniquement, derrière, il est rattaché au provider compute. Donc, si vous faites du reste, il faudra l'attaquer par le provider compute. Et donc c'est le mode qu'on conseille depuis déjà de nombreuses années pour tous les nouveaux déploiements. Petite nouveauté assez récente qui date, on va dire, de fin 2019, les disques durs éphémères pour les OS. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un OS le disque dur de l'OS sera stocké directement sur le nœud de l'hyperviseur d'Azure. Donc ici, pas de redondance, on n'est pas dans la fabrique d'Azure, mais ça permet d'avoir des disques qui vont démarrer beaucoup plus vite, d'accord, donc d'avoir des très bonnes performances en termes de latence et de bande passante.
Ça permet également de refaire des images super rapides. Donc ça, c'est bien pour des workloads stateless, c'est-à-dire si vous perdez, si c'est des fermes de serveurs, par exemple des fermes de serveurs web, factuellement, si vous perdez un serveur web, c'est pas très grave, parce que si on est sur du stateless, on perd une machine, c'est pas très grave dans une ferme, d'accord? Pour des machines où vous voulez garder vos configurations, etc., c'est pas la bonne idée à faire. Voilà. Donc c'est un usage très particulier, mais qui répond à certains besoins. Si on compare un peu les deux, on est donc sur du 2 Tera pour les machines de première génération sur la taille maximum de l'OS. Sur le disque OS éphémère, ça dépendra, mais on peut aller jusqu'à 2 Tera. Toutes les machines ne sont pas supportées pour les disques durs éphémères. Ce n'est que pour l'OS. Il n'y a pas de persistance de la donnée, c'est le plus important. Et donc, si vous voulez retailler la taille du disque, ça se fait lors de la création uniquement. D'accord. Donc, pour nos machines virtuelles, on va avoir le choix en fait entre 4 tiers différents de disques, 4 types de disques virtuels en termes de performance. L'historique, le classique, standard HDD, 500 mégaoctets seconde en bande passante, 2000 IO par seconde maximum, 32 Tera, 32 Go, oui, 32 Go maximum par, non, 32 Tera maximum par disque. Ensuite, on a les SSD standards. Donc les SSD standards apportent un petit peu plus de bande passante, là, mais pas énormément. Ils vont surtout être intéressants en termes d'IO par seconde et surtout en termes de latence, parce que c'est des SSD. Et puis ensuite, on a les premium SSD qui, eux, sont vraiment plutôt orientés pour la production, pour le coup, où là, on va avoir une bande passante bien plus élevée et beaucoup plus d'IO par seconde. Alors je précise, à chaque fois, on est ici sur le max, donc c'est up to, jusqu'à. Là encore, il faut savoir que le facteur limitant parfois peut devenir en fait la machine, le gabarit de machine virtuelle. Chaque gabarit de machine virtuelle en fait est associé, donc vous avez toutes les specs sur le site de Microsoft, qui veut dire telle machine supporte jusqu'à telle bande passante sur les disques durs maximum, ou telle bande passante en réseau, etc. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est-à-dire des fois on peut arriver sur le phénomène où on amène des disques qui sont ultra performants, et en fait les disques se retrouvent pas au maximum de leur performance parce qu'ils sont bloqués en fait par le gabarit de la VM. Donc ça c'est un point important sur lequel il va falloir faire attention. Et puis pour les workloads très intensifs, en termes d'IO, on va dire les bases de données ou le transactionnel un petit peu lourd, eh bien on a une catégorie ultime, ultime également dans son prix, forcément c'est très bonne performance. Les ultra-disques qui peuvent aller jusqu'à 160 000 IO par seconde et jusqu'à 64 Tera par disque. Donc ces disques standard SSD pour les VM, c'est une option intermédiaire entre le premium et le stockage traditionnel. D'accord, c'est bien pour des petits serveurs. On est capé en IO par seconde, en bande passante également, mais en termes de latence, on est plutôt bien. Le SSD Premium, lui, il est un peu plus intéressant, c'est celui qu'on va privilégier quand on fait des workloads de production, parce que du coup, il a des bonnes performances, il a une latence qui est correcte parce que c'est du SSD, et en plus, il va vous permettre d'avoir un niveau de service attendu, un SLA, sur vos mono VM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez avec une machine virtuelle dans Azure. Cette machine virtuelle, en fait, c'est une mono-machine. Il y a l'application dessus, sa base de données, par exemple, et vous n'êtes pas capable de la faire, de la rendre scalable par ajout d'instances. Donc, on ne peut pas faire d'élasticité horizontale. Donc, du coup, en termes de disponibilité, si cette machine elle tombe, il n'y a plus de service. Donc si on prend une machine virtuelle et qu'on lui attache un SSD Premium, nous on va attacher derrière un SLA de 99.9 en termes de disponibilité. On va le voir juste après. En plus, le SSD Premium apporte un truc assez intéressant depuis à peu près 6 à 8 mois, ça s'appelle le disk bursting. Donc en fait c'est un peu le même principe que la VM Fast and Furious, la série B dont j'avais parlé tout à l'heure. Voilà, c'est automatique, donc en gros on a un système de crédit, s'il y a peu d'IO qui sont faits sur un disque, et il y a un réservoir d'IO qui est rempli. Et puis, si à un moment, tout d'un coup, là, il y a une vraie demande sur le disque et il y a besoin de dépasser les performances normales du disque en termes d'IO par seconde, potentiellement, ici, on peut multiplier par 30 les performances qui ont été provisionnées et qui sont limitées par le SSD. Attention, le burst est un burst, comme le burst des VM en CPU. Il est limité dans le temps. On ne pourra pas dépasser 30 minutes, même si on a un bucket qui est bien rempli. Et attention, ce burst n'est valable que pour entre guillemets, les petits disques. Donc les P1 à P20, donc les P pour Premium,
Et les 1 à 20, ce sont les tailles de gabarit. Je crois qu'après, je dois avoir un tableau. Donc par défaut, vous n'avez rien à faire, c'est activé. Donc ça veut dire que si vous prenez des SSD Premium, vous savez que si à un moment, ça déclenche beaucoup de traitements sur le disque, on saura les absorber normalement. On fournit désormais des petits disques managés. Historiquement, ce n'était pas le cas. On avait des disques qui avaient une taille, des fois, qui était un peu trop grande par rapport à ce qu'on voulait faire. Par exemple, 128 Go pour un OS comme un Linux, c'est pas forcément nécessaire, surtout si on a des disques de données après séparés. Donc désormais, en fait, on peut avoir pour les tiers premium un SSD ou pour les standards SSD des petites tailles de 4, 8 ou 16 Go pour les disques. Et donc ça, du coup, ça c'est intéressant parce que du coup, on peut avoir des disques de bonne performance sans pour autant payer finalement un espace qu'on n'utiliserait pas. Alors si on prend les tailles de disques durs, donc si on est sur du HDD standard, donc on va aller du S4, 32 Go, jusqu'au S80, donc S comme standard, à 32 Tera. Et vous remarquerez ici que globalement, jusqu'à 4 Tera de disque, les I/O par seconde sont à 500 partout et la bande passante est à 60 mégaoctets seconde. Dès qu'on rentre dans des disques durs qui sont de 8 Tera, 16 ou 32, on a augmenté l'enveloppe d'I/O par seconde et on a également augmenté le throughput. Donc on peut réellement dire pour ces trois tailles-là que effectivement la taille a une importance et la taille a un impact effectivement sur les performances. Sur les SSD Premium ou standard, là encore, on va commencer de 32 Go jusqu'à 32 Tera. Et là encore, alors sur le Premium, alors sur le SSD standard, on s'aperçoit qu'à part sur les petits, globalement, de 128 Go à 4 Tera, on va être sur 500 I/O par seconde par disque. Avec d'ailleurs un throughput là encore qui est à 60. Donc les valeurs ici sont exactement les mêmes que les valeurs qu'on a pu voir sur les HDD standards. Mais il y a une différence, par contre, c'est que la latence ici est bien meilleure vu qu'on est sur du SSD. Ce n'est qu'en arrivant sur les grandes tailles de 8 Tera jusqu'à 32 Tera que là on va passer effectivement sur des I/O par seconde de 2000, 4000 et 6000 et que les bandes passantes vont aller jusqu'à 750. Les ultradisques, le top du top normalement dans nos disques durs, on a une faible latence. Donc les SSD Premium, on est dans des latences qui vont aller de 1 à 2, 3 millisecondes à peu près. Là encore, en fonction du tuning et l'optimisation que vous pouvez faire, vous pouvez descendre à peu près vers les 1 à 2 millisecondes. Si on veut descendre en dessous de la milliseconde, il faudra des ultradisques où là, effectivement, on sera entre 0,5 et 1 milliseconde. Et donc, la configuration qu'on va faire avec les ultradisques, elle va être très variable. Elle va dépendre, donc vous allez choisir un peu la bande passante, les I/O et la capacité. Et donc, vous avez une combinatoire en fait à faire. En gros, plus vous aurez de capacité, plus vous pourrez avoir des I/O par seconde et de la bande passante. Donc la bande passante va vraiment varier de 1 à 2000 mégaoctets seconde et les I/O vont aller de 100 à 80 000 par disque. Capacité des ultradisques de 4 Go, sont de 4 Tera. Donc là, on a une large gamme entre guillemets possible. Bon, bien entendu, on ne pourra pas avoir un 4 Go avec 80 000 I/O par seconde et 2000 mégaoctets de bande passante. Scénario d'usage ultradisque, là encore, on retombe toujours dans les mêmes, hein, les SGBD nécessitant beaucoup de transactions. Bon, là, entre autres. Alors, petite explication de comment ça marche derrière. La différence entre les premium SSD et les ultra disques. Les premium SSD, en fait, on passe par, donc là encore, on passe par des patch blobs hein, qui sont dans des comptes de stockage. C'est managé, vous ne le voyez pas, mais c'est ce qu'il y a derrière. Donc techniquement, on passe par toutes les couches en fait restent du stockage d'Azure, hein, d'ailleurs. Donc ça va passer par le frontal, les partitions, les streams jusqu'au device. Donc là, en fait, le stamp de stockage, c'est vraiment le stamp de stockage de la fabrique de stockage d'Azure. Et donc on passe par les mêmes mécanismes. Dans le cas des ultradisques, en fait, on a des stamps particuliers. Donc un stamp, c'est un ensemble de clusters avec par cluster plusieurs machines. Et donc eux sont directement en fait accessibles et sont à côté des hyperviseurs. Et on ne passe pas par les couches, d'ailleurs il n'y a pas de rest, on ne peut pas attaquer en rest le stockage ultradisque. Il est vraiment attaqué par les hyperviseurs d'une manière un peu particulière. Voilà. Pour résumer, vos différentes options en termes de disques pour les machines virtuelles dans Azure, standard HDD, standard SSD, premium SSD et ultra disque.
On peut faire des snapshots, on est sur des solutions des hyperviseurs, donc on peut faire des snapshots de type incrémental désormais sur les manage disques. Donc ça permet finalement de revenir en arrière si on en a besoin, d'accord. Donc là on fait des snapshots différentiels désormais, c'est-à-dire juste le delta depuis l'année snapshot en fait est facturé, et on facture au giga. Le snapshot historiquement était stocké sur le tiers du disque, le même tiers que le disque. Désormais on met le snapshot sur le tiers moins cher, le standard HDD. Même si vous êtes sur un SSD premium, on ne va pas vous faire le snapshot sur le premium, ça coûterait trop cher. Juste un schéma pour expliquer effectivement que comment le snapshot va fonctionner. J'ai une première image, je fais un premier snapshot, et après je ne prends que les deltas dans les snapshots derrière. Donc en gardant que les deltas, eh bien, je ne paye que le delta et non pas à chaque fois un snapshot avec la totalité du stockage. Alors très récent, ça a été annoncé en GA, Generally Available à ma connaissance en juin, je crois, ou en mai. Le Manage Share Disk, donc c'est le premier stockage partagé de type bloc dans du cloud. L'idée de ce type de disque partagé, c'est vraiment de vous aider à migrer vos clusters, vos clusters qui utilisent des SAN derrière, ou donc des clusters Windows Server Failover Cluster, des clusters Pacemaker, CoreSync, etc., donc qui ont ces fameux SAN. Donc typiquement des clusters avec des bases de données, ou alors tout ce qui est container et du stockage persistant également sur ces clusters. Donc pour migrer, du coup, on va supporter donc officiellement avec cette techno les clusters Windows Server, donc les entre guillemets les vieux, hein, oui, 2008, on peut dire que c'est vieux. Donc les failover clusters de 2008 et ultérieurs. On supporte d'ailleurs SQL Server Failover Cluster Instance dessus. On supporte avec le Managed Share Disk des clusters de VM pour le Remote Desktop User Profile Disk, un peu de SAP, et puis les Scud File Server de Windows et les file servers tels qu'on les connaît à l'ancienne sur des clustering. Et ça, ce sera possible avec des SSD premium supérieurs ou égal au P15, et puis également avec les ultradisques. Donc techniquement, vous allez avoir un objet qui sera accessible et montable par deux VM avec des accès dessus et des réservations, exactement comme sur un SAN. Alors quand on parle de disque, il faut savoir que donc, le stockage dans Azure, les comptes de stockage et l'ensemble du stockage est chiffré à Trust. Chiffré à Trust avec des clés gérées par Microsoft. Et sur ce stockage à Trust, on vient recréer d'autres objets qui eux-mêmes sont chiffrés. Ce sont les fameux disques managés. Donc les disques managés, par défaut, eux-mêmes sont chiffrés par-dessus les disques physiques qui eux-mêmes sont chiffrés. Néanmoins, c'est nous qui gérons les clés. C'est Microsoft qui gère les clés des managed disques. Donc c'est un chiffrement AES 256 tout à fait classique. Si vous voulez, en tant que client, dire OK, moi j'ai mes disques qui sont chiffrés, mais je veux moi-même le gérer, le chiffrement. Il est possible de venir avec vos propres clés, alors soit en mode Bring Your Own Key, donc vous importez vos clés depuis votre data center dans Azure, soit vous gérez, soit en CMK, en Customer Managed Key, vous générez vos clés de chiffrement dans un Azure Key Vault dans Azure. Dans tous les cas, les clés de chiffrement finissent toujours dans le coffre-fort qui s'appelle Azure Key Vault, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, j'ai parlé vraiment du chiffrement du disque. Après, il y a les technologies de chiffrement qui sont liées au système d'exploitation. Quand une machine virtuelle va démarrer, on connaît ça dans un data center, une machine virtuelle, n'importe qui peut à la limite voler le disque dur de la machine virtuelle, et puis après, du coup, l'ouvrir ou le monter sur une autre VM, etc. Donc dans Azure, c'est pareil, on peut, entre guillemets, on pourrait se faire voler son disque manage. Donc l'idée, c'est de protéger le démarrage des VM et le contenu des VM en les chiffrant. Donc on s'est réappuyé sur les technos de chiffrement natifs des OS. Donc sur Linux, on va faire du DMCrypt, et sur Windows, du BitLocker Drive Encryption. Et on a trois scénarios de mise en œuvre là-dessus. Soit une nouvelle VM, on la crée avec un disque VHD qui est déjà chiffré, soit on crée une nouvelle VM depuis la galerie, on chiffre après, soit on a déjà une VM qui tourne dans Azure et on va la chiffrer. En termes de clé de chiffrement, soit on aura une clé de chiffrement de type BitLocker, donc une BDK, BitLocker Drive Encryption Key, soit une passphrase dans le cas de Linux en DMCrypt. Et donc les clés de chiffrement seront toujours stockées dans l'Azure Key Vault.
Donc les BEK, les BitLocker Encryption Key, en fait, on va pouvoir leur donner dans le key vault, elles vont pouvoir prendre deux formes. Soit être stockées en clair, entre guillemets, dans le key vault. Ici, c'est ma BEK que vous voyez ici, BitLocker Java Encryption Key. Soit on peut également avoir un mécanisme de protection additionnelle où en fait on va wrapper la clé et donc elle va être chiffrée par une autre clé de chiffrement. Si vous souhaitez prendre votre VHD ou votre image sur site, votre master et l'envoyer dans Azure, pensez bien à faire un sysprep au préalable. Donc sysprep avec les options classiques, système out of box experience, généralisé. D'accord. Pensez à installer également dans cette VM les agents Azure, ce serait mieux. Et puis si vous êtes, donc ça c'est une VM Windows, si vous êtes dans le monde de Linux, vous allez installer l'agent Azure, donc le WA agent, l'ancien nom, Windows Azure Agent. Vous allez l'installer sur votre Linux et vous allez faire un sudo WA-agent-deprovision et ça va vous nettoyer en gros les paires de clés SSH, les listes DHCP, les configurations de noms, etc. Donc ça va vous généraliser un petit peu votre serveur Linux. Et ensuite, une fois que vous avez vos disques, et bien désormais, on peut directement uploader sous la forme de manage disk en fait un VHD. Historiquement, on avait son VHD, on venait le copier dans un compte de stockage en l'uploadant, et ensuite on le convertissait en disk manage. Désormais, on peut directement prendre son VHD et l'envoyer directement sous la forme, dans un format de destination qui est un Azure Managed Disk, SSD, standard SSD, SSD Premium. Et pour cela, on va utiliser les outils de copie classiques dont je reparlerai dans la vidéo sur le stockage, AZCopy dans sa version 10 et ultérieure et les dernières versions d'Azure Storage Explorer. Et ça vous permet également, ces deux outils, de copier un manage disk d'une région Azure à une autre. Voilà. Donc l'opération n'est pas très compliquée. Là, ici, on est sur Azure Storage Explorer. On sélectionne le ressource group, son disque, pardon, et où est-ce qu'on va l'envoyer. Donc la source, un VHD, le nom dans Azure, le type de disque que c'est, dans quelle région on veut le mettre, et quel type de stockage en destination. Et c'est tout. Si vous voulez créer également une image de machine virtuelle, vous connaissez certainement l'outil Packer fait par HashiCorp, outil que nous on utilise massivement d'ailleurs pour notre marketplace Azure. Et bien là, on peut utiliser tout à fait Packer avec Azure pour créer directement des masters depuis des VM dans Azure. Je vous encourage à jeter un œil à cet outil très très pratique pour faire des masters. À l'issue, donc l'image sera un objet dans Azure qu'on utilisera en référence quand on créera derrière une nouvelle machine virtuelle. Alors, ces machines virtuelles, elles sont bien, mais comme je vous l'ai dit au tout début de la séance, le but est d'enrichir l'administration de ces machines virtuelles avec ce qu'on a dans le cloud d'Azure. Donc l'idée derrière, c'est qu'on va fournir ce qu'on appelle des extensions. Et ces extensions, en fait, sont des composants qui vont s'ajouter à la configuration de base d'une machine. Donc ça va faciliter les déploiements, ça va permettre également de rajouter fonctionnellement des briques dans la VM, sans avoir pour autant à faire des choses un peu compliquées. Donc il y a des choses qui vont venir de la part de Microsoft et des choses qui vont venir de la part d'éditeurs logiciels tiers. Donc un exemple ici, je suis sur une de mes machines virtuelles, je regarde dans la zone des extensions et je vois ici pas mal d'extensions. Donc là j'ai des extensions qui viennent de Microsoft principalement ici. Ici j'en ai donc j'ai une extension pour le monitoring, une qui me permet de diagnostiquer ma VM, une pour la partie anti-malware et puis une qui me permet de faire des plans d'emploi d'activité en faisant des synchronisations de ma VM. Donc ça c'est des exemples d'extensions qu'on peut avoir. On a également ce qu'on appelle les helper extensions, ce qui vont permettre de faire des opérations, alors on ne les voit pas forcément dans la liste d'extensions, mais elles existent. Celles qui permettent par exemple de resetter le mot de passe d'un administrateur quand on l'a perdu par exemple, ou de renommer le compte administrateur. Vous apercevrez que dans les machines Windows, il n'y a pas le compte administrateur. Le compte que vous allez donner lors de la création permettra ce renommage. Tout ce qui est pilote un peu particulier ou réinitialisation de la couche graphique, de la couche réseau, sera fait justement avec ces fameux helpers. C'est intéressant quand par exemple on est en train de jouer avec sa VM et puis on va modifier les propriétés IP de la VM et puis on les modifie mal. Et on sait si la branche sur laquelle on était. Donc là, ça sert à ça de réinitialiser la couche réseau notamment. Et puis dans les extensions qui sont vraiment très très utilisées, l'extension pour script personnalisé, donc la Custom Script Extension, qui va vous permettre une fois que, alors, c'est surtout utilisé dans ce scénario-là, mais on peut utiliser ailleurs, quand vous installez une machine virtuelle, en fait, vous allez lui attacher un custom script et quand la machine aura fini d'être instanciée, elle fait son dernier démarrage et elle est propre,
et bien là on a un script qui va se lancer derrière, qui pourra après appeler d'autres scripts ou d'autres choses pour finir le paramétrage de la VM. On a également directement après en termes d'administration des choses assez intéressantes. Par exemple ici je suis sur une machine Windows et en fait quand je vais dans la partie opération run command, et bien en fait je peux directement depuis le portail d'Azure voir des informations comme faire l'équivalent d'un ipconfig dans la machine, vérifier le paramétrage de ma connexion RDP, définir le port RDP sans pour autant aller dans la machine, on peut le faire directement depuis le portail d'Azure, ou par exemple effectivement exécuter un script PowerShell directement depuis le portail. Donc ça c'est des choses là encore qui sont là pour enrichir l'expérience et faire gagner du temps dans son usage au jour le jour. Également qui est en train de qui est actuellement preview, mais qui va se généraliser dans les années qui vont suivre, c'est de pouvoir se loguer directement en fait à ces machines virtuelles, Windows par exemple. Linux c'est prévu, mais c'est encore l'équipe produit se cherche encore pour avoir la bonne solution derrière. Mais sur les machines Windows, ça marche déjà plutôt pas mal. C'est de pouvoir se loguer du coup avec des crédentiels Azure Active Directory. Donc l'Azure AD qui est le tenant, on a tous ces comptes à l'intérieur. Bah, l'idée c'est pourquoi créer un compte local à la machine alors qu'on pourrait directement avoir de l'Azure AD Join. Et bah, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et donc se loguer avec ces credentials Azure AD, donc profiter par exemple du MFA, profiter de l'accès conditionnel en sécurité lors de la connexion à la VM. Les manage identities, ça c'est intéressant également, ça va permettre de donner en fait des identités à des comptes de service, entre guillemets, à des objets tels que des machines virtuelles. Donc ça c'est assez intéressant, ça va être utilisé dans les VM par exemple pour dire là j'écris une VM qui s'appelle Ansible par exemple, ou Terraform, et cette VM je veux lui donner des permissions sur l'abonnement Azure, et bien elle a une manage identity, et donc avec cette manage identity, je vais pouvoir faire du RBAC dans Azure. En termes d'extensions, on peut ne pas parler également des extensions de sécurité, donc extensions antivirales ou d'autres fournisseurs d'antivirus, euh, plus les extensions de type scan de vulnérabilité, comme les outils de Qualys par exemple. Et puis dans le portail d'Azure, vous avez dans les options ici une petite option qui s'appelle diagramme qui vous permet de visualiser les différents composants de votre VM. Donc on voit ici que ma VM, elle a un disque système, elle a une carte réseau, elle a des extensions ici, et puis là, elle a une adresse IP publique. Voilà. Donc ça, c'est une vue pour matérialiser un petit peu les différentes briques qui finalement constituent une VM. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de VM, c'est vraiment l'objet compute, mais derrière, on va venir pour la faire fonctionner. Ça va être fait de manière automatique, mais pour la faire fonctionner, on va lui attacher du disque, une carte réseau, etc. Assez intéressant également, on a le boot diagnostic qui va vous permettre de voir ce qui se passe dans la phase de démarrage de l'AVM avant d'arriver que les accès distants soient disponibles. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors c'est surtout intéressant sur des machines, on va dire Linux, sur du Windows, ça donne pas beaucoup d'informations, pour être tout à fait honnête. Mais quand par exemple on a fait une image et que son image, elle plante, elle marche pas, c'est un moyen de débugger. C'est un premier moyen de débugger, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du boot. Là d'ailleurs, au passage, vous remarquerez que sur le boot ici, on voit qu'on est en train de booter sur un Linux, qui est un Debian. Et puis d'ailleurs, après, on voit qu'on est effectivement sur un hyperviseur Hyper-V, etc. Il y a mieux en fait que le boot diagnostic après, si la machine a réussi à booter, hein, si on a un problème de réseau ou autre, on a également une console série qui est disponible depuis le portail d'Azure et qui permet du coup d'attaquer le COM1 en fait de la machine, ce qui est du coup très bien pour pouvoir faire du débugage quand on a un problème sur le réseau notamment ou une machine bloquée. Les run commandes, ça c'est, je crois que j'en avais parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une petite répétition. Comme je vous l'ai dit, on peut lancer des scripts PowerShell, on peut faire pas mal de choses directement depuis le portail d'Azure. Et puis les SLA, donc si vous avez une ferme de une à deux, d'au moins deux machines qui font le même rôle, mettons de serveur web ou de contrôleur de domaine Active Directory, si vous les mettez dans ce qu'on appelle dans des availability zones, donc deux data centers physiquement séparés avec des alimentations électriques et du réseau séparé, eh bien on va vous garantir que le rôle qu'elles hébergent, si les deux hébergent le même type de rôle, donc par exemple deux contrôleurs de domaine ou deux serveurs web frontaux, on va vous garantir qu'à 99,99% du temps, vous allez avoir un accès réseau à au moins une des VM. C'est un SLA, c'est contractuel, si on ne le respecte pas, on vous rembourse. Si les VM ne sont pas dans des availability zones, mais dans des availability sets, et bien dans ce cas-là, la garantie contractuelle sera de 99,95 pour au moins deux VM qui ont le même rôle.
Donc la différence entre les deux, c'est que historiquement, les Availability Zones ont quelques années, mais avant, elles n'existaient pas. Donc historiquement, c'était l'Availability Set qui existait, qui permettait de dire, je vais dispatcher, grâce à l'Availability Set, le système, la fabrique va dispatcher mes VM dans différents racks, dans différents serveurs, dans différents domaines de panne et de mise à jour. Néanmoins, rien ne garantissait que les deux VM n'étaient pas dans le même data center bâtiment. Ça, c'était pas sûr. Donc avec le L'Availability Zone, on en est certain. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une instance de VM avec un stockage SSD Premium, on vous propose également un SLA natif de 99.9. Donc ces groupes de disponibilité, je l'ai dit, on regroupe plusieurs machines physiques qui font les mêmes rôles réseau, et la fabrique Azure va répartir ces VM sur différents domaines de panne et différents domaines de mise à jour. Donc on sera certain que si on a deux VM et qu'à un moment on fait les mises à jour de l'hyperviseur ou d'un rack d'hyperviseur, les deux VM ne seront pas impactés par cette mise à jour. Alors l'équilibrage de charge utilise ça bien entendu. Alors point important, si vous voulez utiliser des Availability Sets, il faut les définir avant de créer la VM. Et c'est lors de la création de la VM où vous direz cette VM est attachée à tel Availability Set. Autrement, quand vous allez avoir des Availability Zones, vous n'avez pas à créer les zones. Les zones, c'est nos data centers, donc on les a déjà créées, les zones. Vous sélectionnerez simplement pour telle VM dans quelle zone c'est. Donc là, il faut imaginer l'Availability Set comme ça. Dans nos data centers des racks avec différents hosts. Chaque rack en fait a son alimentation électrique, son switch réseau, ses Tor switch. On en a plusieurs. L'idée, effectivement, si je mets mes VM dans un groupe de disponibilité, automatiquement le système va les dispatcher pour qu'ils ne soient pas sur le même rack, le même domaine de panne. On peut avoir une panne ici électrique ou une panne du switch. Donc, en résumé, SLA 99.9 stockage premium, SLA 99.95 Availability Set, SLA DVM en 99.9 avec les Availability Zones, donc ça c'est contre la panne de data center. Il nous reste le dernier cas, c'est la panne complète d'une région, donc de l'ensemble des data centers d'une région, cas qui est dont le risque est assez faible, mais qui peut arriver. Donc on a des notions de région appairée qui vont nous permettre par exemple de dire quand on va créer du stockage, ce stockage va être géorépliqué dans la région appairée. Donc si on parle de France centrale par exemple, la région appairée c'est France Sud. Attention, si une région tombe, ça ne veut pas dire que tous les services, on va vous les redémarrer sur la région appairée. C'est absolument pas le cas. Si on prend, donc là pour le stockage, effectivement, la réplication elle est faite. Si après, on pense par exemple à des machines virtuelles, eh bien, on n'a pas de mécanisme de failover de machines virtuelles automatisé. Ce sera à vous de mettre en place. On fournit des mécaniques qui permettent de répliquer des VM, mais ce sera à vous de mettre en place et de déclencher le processus pour redémarrer dans la région appairée vos machines virtuelles. Nouveauté assez récente, les Proximity Placement Group qui vont être là pour permettre de ramener plusieurs VM au plus proches les unes des autres pour des raisons de latence. Donc pour limiter les impacts sur nos hyperviseurs, nos hosts, on a différentes approches qui existent. L'approche numéro 1, quand on peut le faire, du hot patching. Donc hot patching, on patch à chaud et puis il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de redémarrage. Voilà, pas de souci, vous voyez rien avec vos VM. On a la deuxième possibilité, c'est le memory preserving maintenance. Donc là, en gros, on doit patcher un hyperviseur, on va figer la mémoire un instant assez court, le temps de basculer en fait l'hyperviseur d'une image A à une image B. Et en gros, on va redémarrer, c'est du boot sur VHD, hein, mais en gros, on redémarre l'environnement sur un OS patché et après on défrise la mémoire. Donc là, on peut avoir un arrêt de quelques secondes, un freeze de quelques secondes des applications. Après, on a l'opération de maintenance. On dit voilà, il va falloir on va devoir faire une maintenance, donc on va vous prévenir qu'il va y avoir une maintenance et potentiellement un redémarrage des serveurs. Et puis la dernière option, c'est le live migration. Donc désormais, dans les dernières générations de VM, ou pour certains types de VM, vous remarquerez dans les définitions de ces VM que la live migration est supportée. Donc la live migration permet de déplacer à chaud une VM d'un hyperviseur A vers un hyperviseur B sans interruption de service. Donc ceux qui connaissent Windows Server 2012 R2 connaissent cette fonctionnalité-là. Si on est dans une phase de maintenance, dans le portail d'Azure, s'il y a une maintenance prévue, vous devez être prévenu.
Après, vous pouvez faire afficher les types de maintenance. Donc c'est assez rare que ça arrive, mais c'est bien de le programmer. Donc là, c'est les types de maintenance qui peuvent exister. Et donc si vous avez une maintenance qui est schedulée, hein, qui était prévue, et bien vous allez voir les horaires quand ça va se passer. Donc là, j'ai des captures d'écran qui sont assez vieilles, parce que c'est pas très souvent qu'on a des grosses opérations de maintenance qui du coup peuvent avoir un impact, hein, grâce à toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, hotch patching, freeze de la mémoire, live migration, etc. Mais ça pourrait arriver, là c'est une opération qui est arrivée quand on a eu les fameux problèmes sur les processeurs Intel qui ont obligé tous les fournisseurs de cloud à patcher très rapidement en début d'année calendaire 2018. Donc là ici on avait la fenêtre, donc dans ce cadre d'opération, on a prévenu nos clients en disant bah, vous pouvez vous-même choisir le moment où vous démarrez, enfin vous voulez redémarrer votre VM pour la maintenance, ou alors ben, si vous ne le faites pas, on déclenchera telle date. Voilà. Donc là ici c'était bien indiqué à l'époque. Bon, les interfaces ont pu un peu changer parce que là encore c'est des captures d'écran, ce type d'opération arrive assez peu fréquemment et entre-temps les interfaces ont un peu bougé, mais globalement vous avez compris le principe. Donc on a une maintenance qui est prévue et donc on vous dit ben, si vous voulez être sûr de planifier quand va se passer le reboot, faites-le vous-même. Et donc ici on avait le détail effectivement de quand on pouvait le faire soi-même et puis quand on n'avait plus le choix et que c'était après déclenché par la fabrique. On va terminer avec les VM Scale 7. Donc le VM Scale 7 c'est un type de VM un peu particulier. En fait c'est une ferme de VM basée par rapport à une même image. Donc c'est géré comme une seule entité. Donc toutes les VM sont identiques, donc c'est plutôt pour des workloads de type stateless. Donc ça pourrait être des node pools Kubernetes, ça pourrait être des serveurs web, euh, des bases de données MongoDB par exemple, enfin, des choses comme ça. Des choses qui sont réplicables à l'échelle de ferme. D'accord. Et donc le VMScale 7 il fournit un mécanisme assez simple pour tout ce qui est autoscaling, donc de la mise à l'échelle horizontale. Donc en gros, ajout et suppression d'instances par rapport à des métriques ou par rapport à des horaires planifiés, eh bien c'est le VMScale 7 qui va faire ce travail-là de créer des nouvelles instances et d'en retirer. Et bien entendu, là on parle de ferme, donc c'est un ferme qui va servir un service. On aura donc un load balancer devant, et c'est le load balancer qui automatiquement sera mis à jour par le VMScale 7. Donc ça fonctionne bien entendu avec les disques managés comme le reste des VM, d'accord. On peut bien entendu faire des snapshots et on peut aller jusqu'à des VMScale 7 allant jusqu'à 1000 VM, ce qui est déjà beaucoup trop. Pour les mises à jour, là encore, pour les mises à jour, ça va fonctionner sur une mise à jour de remplacement en fait, du disque dur système VM par VM, et là de fait de manière complètement automatisée. Donc c'est bien effectivement pour des VM stateless ou des VM qui n'ont pas de données sur le disque système, c'est-à-dire dans le cas de Windows, le disque C par exemple. Là encore, quand on fait les mises à jour, on les fait région par région, et on ne fait pas de région appairée en même temps, pour les raisons tout à fait évidentes. Et donc là, on est sur les systèmes 2016 et ultérieurs, 2012 et ultérieurs, R2 et ultérieurs et Ubuntu. Les VM Scale 7 comprennent également la notion de zone. Donc on peut choisir par exemple de mettre un VM Scale 7, de faire un VM Scale 7 par zone. Lors de la création, on peut dire je veux que ce VM Scale 7, tous les membres soient dans une seule zone, le data center, peut-être pour des raisons ici de latence ou des raisons de coût. Les communications inter-AZ ont un coût. Donc des fois, si on a par exemple des bases MongoDB ou de l'Elasticsearch avec beaucoup de réplications entre les différents nœuds, c'est peut-être intéressant de les garder dans la même zone. Donc on peut zoner l'ensemble des membres d'un VMScale 7. On peut également choisir de dispatcher son VMScale 7 et les différents membres de son VMScale 7 sur plusieurs availability zones, auquel cas il vous faudra un load balancer standard, c'est-à-dire qui comprenne la notion de zone. Et là, dans la définition même du VMScale 7, on précisera effectivement quelles sont les zones sur lesquelles il peut se dispatcher. En général, c'est zone 1, zone 2, zone 3. Il n'y a pas d'autres numéros aujourd'hui, à ma connaissance. On peut avoir quelques régions particulières qui ont que les zones 1 et 2, mais en général, c'est 1, 2 et 3. Autre bonne pratique sur la sécurité des VM, effectivement, contrôler l'accès et l'authentification, donc prendre le principe du moindre privilège, donner pas les droits à tout le monde sur la VM, utiliser donc les ABT zones et les UT7 pour la dispo. Le Just-in-Time VM Access, on en parlera dans la partie Azure Security Center, mais en gros, c'est un mécanisme qui vous permet d'ouvrir des ports réseau juste sur demande pendant une durée limitée. Protéger les données au repos, donc en complément,
du chiffrement assuré par Microsoft sur le reste du compte de stockage. On peut également protéger l'accès et le démarrage des VM avec Azure Drive Encryption. Bien gérer les mises à jour, ça c'est important, je le rappelle, les VM sont sous votre responsabilité. Donc on peut prendre les paramètres de mise à jour par défaut, on peut également utiliser des solutions très connues, Windows WSUS, Windows Software Update Services, SCCM, on peut utiliser également l'update management, tant qu'à faire, on est dans du cloud, on va peut-être prendre l'update management d'Azure. Maintenir à jour ces images, si on fait des masters, il faut régulièrement recréer les images avec Packer par exemple. Et puis surveiller tout ça avec un tableau de bord, ça on en parlera dans la partie sécurité qui est une vidéo ultérieure. Installer un anti-malware, de base, si vous êtes sur les dernières générations de Windows, vous avez déjà des choses, mais sur des versions de Windows un peu plus vieilles, il n'y a pas forcément des choses. Et puis faites des scans réguliers de vulnérabilité avec des solutions comme Qualys. Au passage, je reparlerai de Qualys et des scans de vulnérabilité dans la partie sécurité, car on a packagé leur service dans notre service. Contrôler les points d'entrée, là j'ai expliqué que par défaut une VM avait une adresse IP publique qu'on pouvait accéder en SSH ou en RDP en fonction du système d'exploitation. Là encore, on n'est pas obligé d'avoir une adresse IP publique pour une VM. Une VM peut être dans un réseau virtuel complètement fermé et privé, avec un contrôle d'accès Internet. On peut passer par un service de bastion. On peut mettre un reverse proxy devant, on peut mettre des firewalls, on peut faire de l'authentification forte sur les passerelles. Les options sont assez larges. Se termine cette vidéo qui était assez longue sur les machines virtuelles, état de l'art, été 2020. Je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations sur tout ce que j'ai raconté, parce que j'ai mis plein de liens dans l'article qui est associé à cette vidéo sur mon blog stanislas.io. Merci et bonne journée.